Amadou et Mariam ont chanté les dimanches à Bamako. C'est le jour du mariage. Bon, nous, à Air Media, nous avons changé cette donnée. Les dimanches à Bamako, désormais, sur le grain des entrepreneurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Et comme d'habitude, on est dimanche, le grain est posé. Et aujourd'hui, vous voyez particulièrement, je suis seul parce que Konaté est en empêchement. Voilà, donc je reçois une dame aujourd'hui. J'ai l'impression qu'au grain, on reçoit plus de dames que d'hommes. Bon, peut-être on va essayer de diagnostiquer ça. Alors, on reçoit une dame qui évolue dans le domaine de la mode, de la couture, mais avec certaines particularités que je pense qu'elle va elle-même développer. Et elle a fait ses études hors du Mali, elle est revenue avec un gros diplôme, mais malgré tout ça, elle a fait un choix quand même. Elle va nous parler de ça, de son parcours. Je pense que c'est très intéressant et inspirant. Cette dame, c'est Assa Koulibaly. Assa, bonsoir et bienvenue au Grain des Entrepreneurs. Bonsoir Issaka. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Bien, bien, merci. Alors, on veut savoir qui est Assa Koulibaly d'abord. Qui suis-je? Je suis styliste couturière Ok, et je fais aussi des formations en entrepreneuriat et maintenant en couture. ok, d'accord. Maintenant, quel est le parcours scolaire de Assa? J'ai j'ai étudié ici au Mali jusqu'en terminale. Ok, Après le bac, je suis partie au Canada. ok, À Winnipeg, j'ai fait ça correspond ici à on appelle ça un baccalauréat. Ça correspond à une licence ici, je pense. licence, ok, Oui, bachelor, ok, oui, un licence, bachelor. oui, C'est ça, en gestion internationale et en comptabilité. d'accord. Donc, ensuite, j'ai travaillé là-bas un peu. Je suis restée en tout 10 ans au 10 ans Canada. au Canada, Après, je ok, suis revenue. ok, Ça fait 4 ans maintenant que je suis de retour. ok, Donc, quand je suis revenue, disons que je n'ai même pas cherché ok, du travail ok, parce que l'entrepreneuriat me correspondait plus. ok. Ça me permettait plus d'avoir du temps pour ma famille et voilà, d'avoir une source de revenus. D'accord, ça marche. Mais au Canada, le travail, ça paye pas bien là-bas. Ça paye, Hmm? ça paye bien même. Mais pourquoi tu as décidé de revenir au Mali? C'était plus pour des raisons personnelles. D'accord, J'étais malade ok, et voilà, je n'avais pas beaucoup d'assistance à l'époque, donc il fallait que je revienne au Mali ok, en famille. Donc c'est un peu d'accord. plus pour ça. Donc ça, c'est approximativement un des biens fondés aussi du social à l'africaine. C'est vrai, c'est Ok, vrai. d'accord. D'accord. Maintenant, à ton retour, maintenant, comment tu débutes l'entrepreneuriat au début, c'était comment Comment jusqu'à je ce jour? débute? Quand je suis revenue, j'ai pris une formation ici, Ok, à Robert Formation, en comptabilité. d'accord. C'était pour aller travailler. Ok, Pour après, j'ai désisté par la suite. ok, J'ai acheté une petite machine à coudre. Comme j'avais fait une formation en couture pendant le Covid au ok, Canada. ok, Pendant le Covid, il n'y avait pas de travail et tout. Donc moi, j'ai fait une formation en couture ok, en ligne. Donc quand je suis revenue, après la formation en comptabilité, bon, j'ai dit, les notions n'étaient même pas pareilles. Les notions de là-bas ici, c'est comme si qu'il fallait que je fasse tout un autre cursus pour bien comprendre le système malien. c'est. Donc j'ai acheté la machine à coudre. Pendant un ramadan, j'ai commencé à faire les couvertures de Coran personnalisées Ok, et tout, et ça a bien marché. ok, Donc voilà, ça m'a permis. La machine à coudre, je l'ai pris en crédit. mhm, C'est pas que je n'avais pas les sous, c'était comme un moyen pour moi de me mettre une pression ok, pour réussir cette chose-là. ok, ok. Donc après, les couvertures de Coran ont bien donné. Puis après, j'ai introduit les habits parce que c'est en ça que je m'étais spécialisée. D'accord, Donc j'ai commencé à faire des habits pudiques ici. La particularité des habits pudiques, c'est que des habits mastour que nous on fait. ok, Donc on a les habits pudiques qu'on fait, c'est comme on offre un environnement aux femmes aussi qui mhm, veulent avoir leur habit, mais qui ne veulent pas forcément aller dans des ateliers de couture normales pour se faire prendre les mesures et tout. ok, Donc, vous avez un environnement où on prend vos mesures. Vos mesures sont prises par une femme et vos habits sont confectionnés par une femme. mhm, Donc, voilà, vous avez cet environnement voilà, que les femmes
voient les recherches ou qui veulent avoir une certaine modestie recherche. Ok. Donc, j'ai commencé avec ces habits-là, ça a donné. Puis après, tout ça, je travaillais de la maison encore. Ok. Donc après, j'ai trouvé un local qu'on a aménagé, on a fait l'ouverture. Et voilà, on continue sur la même lancée à faire des habits pudiques pour hommes, pour femmes et pour les enfants. Je reviens par rapport à l'ouverture tout à l'heure parce que j'y Mhm. étais, c'était vraiment très bien fait. Mais avant de revenir à l'ouverture, parlons un peu du concept. Ok. Tu parles d'habits pudiques. Donc, si je comprends bien, Mhm. tu as pu combiner foi et entrepreneuriat en quelque sorte. Oui. Explique-nous ça. Comment c'est venu? Comment tu t'en sors? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Parce que, genre, moi-même, j'étais dans ce besoin-là en Ok. premier. Donc, tu vas voir souvent les habits qui sont sur le marché. Ils sont pas adaptés à toi personnellement. Des fois, ça va être soit court, soit pas trop long, il faut rajouter, il faut truc. Parce que c'est pas fait pour toi, en Ok. vrai. Ok. Et souvent aussi, même si tu donnes à d'autres tailleurs, tellement qu'on n'a pas cette notion de ah, c'est pas bien grave, tu peux t'habiller quand même. Moi, j'ai eu à travailler avec des couturiers avant que moi-même je ne commence cette activité-là. J'ai eu à ramener des habits dans des ateliers de couture. Tu donnes ton modèle, tu dis comment tu veux la chose. Mais dans la tête du couturier, là, un habit, c'est un habit. Il ne va pas se dire, non, je vais respecter toutes les normes. Parce que pour lui, c'est pas si important que ça. Ok. Donc, il va faire ton habit comme lui semble que ce soit bon. Ok. Donc, tu vas pas souvent, tu vas te retrouver avec des habits qui sont, la manche est là, tu es Ok. obligé de rallonger. Ok. Ou tu vas trouver que c'est assez près du corps parce que, voilà, dans sa tête, c'est ça qu'il faut. Ok. Un habit, ça reste un habit. Donc, ce que moi j'offre aux gens, c'est de respecter leur foi à travers cet habillement-là. Moi, je veux une robe, je veux même une jupe, mais je veux que ce soit pudique. Et c'est dans ça qu'on est spécialisé. C'est ça qu'on offre aux clients. D'accord. Mais maintenant, ok, ça, là, j'ai compris le concept. Et tu dis que ça marche. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement une clientèle cible à qui c'est destiné et Oui. aujourd'hui, tu arrives à trouver cette clientèle cible et à pouvoir vendre à cette clientèle. Oui. Ok, parfait. Mais maintenant, revenons. Tu me fais comprendre aussi que malheureusement, les couturiers qui sont là ont du mal à pouvoir respecter aussi ça. Mais est-ce que ça ne joue pas sur ton entreprise? Comment toi, tu t'en sors? Ou bien tout repose sur toi seul? Non, quand je parle de couturier, je ne dis pas moi dans mon entreprise. Je dis comme moi avant de commencer l'activité. Ok. Si j'avais un habit que je voulais coudre, par exemple, pour Ok. une fête, et Ok. que je ramenais à un tailleur lambda, Ok. genre qui est juste couturier, Ok. mais qui n'est pas spécialisé dans la mode pudique. Ok. Donc lui, dans sa tête, il ne comprend pas déjà le fait que tu veux l'avoir un habit qui te couvre entièrement, pas ce que lui, il veut. Ok. Il va te proposer un modèle, tu vas revenir, c'est pas ce que tu as demandé. Là, il va te dire, mais non, c'est ça, c'est bien, c'est pas si grave que ça, tu n'as juste qu'à, voilà, t'accommoder avec. Donc, c'est ça. Mais moi, dans mon entreprise, les couturiers que j'ai, genre, généralement, je fais la coupe moi-même, ou même s'ils font la coupe, on la fait ensemble pour Ok. s'assurer que le modèle que le client il veut, c'est Ok. exactement ce qu'on Ok. Ok. donne. Donc, en quelque sorte, tu as des couturiers que tu arrives à former déjà et puis à amener en fait Exactement. à ce que tu veux. Exactement. Ok, ça marche. Alors, je disais tout à l'heure que j'allais venir à l'ouverture. L'entreprise, c'est Créa Maison de Couture. Couture. J'étais à l'ouverture, c'était très bien fait. Merci. Je pense qu'il y avait la famille, les amis, C'est vrai. voilà, toute la communauté de Repère Invest Club y était. Mais parlons un peu, après l'ouverture, comment ça se passe? Est-ce que financièrement, ça a donné directement ouvrir une entreprise au Mali? Qu'est-ce que tu as vécu au début? Est-ce que c'était facile? Aujourd'hui, tu en es où? On veut comprendre le reste du parcours, en fait, de l'ouverture à aujourd'hui. De l'ouverture à On est déjà à combien d'années de l'ouverture? 1 an et quelques. 1 an et quelques, ok. 1 an et quelques. Après l'ouverture, oui, tout de suite, ça a donné. Ok, On a beaucoup vendu ok, au début. ok, Donc, les gens, ils venaient parce que c'est comme si c'était un nouveau concept ici Ok. au Mali. ok, Généralement, on a des abayas, des trucs sur mesure, ben, pas sur mesure, du prêt-à-porter Du que les gens, prêt-à-porter. ils achètent, Ok. qu'ils adaptent, mais que j'ai mon modèle que j'amène, qu'on confectionne ça exactement comme je veux. C'était comme un nouveau truc ici. ok, Donc, les gens, voilà, les clients étaient là. ok, Les clients étaient là, on a vendu. Puis après, les ventes ont un peu diminué, qui est vraiment, c'est
qui est dû à l'état économique même Du pays. l'économie même du pays en Ok. fait. Donc, il fait que les ventes ont beaucoup plus ralenti. Ok. Et donc, pour compenser, maintenant, on donne des formations pour permettre à d'autres personnes également de faire la même chose. D'accord, d'accord, je vois. Donc, ça va, c'est pas, il n'y a pas une grande crise en tant que telle, en fait. Non, Donc, la clientèle cible est là. oui. Ok, mais est-ce que, voilà, j'ai cru comprendre que c'est un nouveau concept, donc c'est pas quelque chose de très développé au Mali. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence sur le terrain? Oui, oui. Il y a de la concurrence, surtout en termes de, voilà, les gens qui ramènent des Ok, habits de ok, Dubaï. Des fois, tu ok, vas voir les ok. abayas, Les comme, importations. voilà, les importations. Ok, Ça va coûter, comment je dirais, ça va coûter beaucoup moins cher ok, parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. ok, Tout est fait en grande quantité. Donc, ok, quand les gens ils achètent, ils peuvent venir vendre ça à un certain prix. ok, Donc, alors que nous, quand on fait la production, on achète les tissus sur place, on a la main-d'œuvre ici sur place qui va faire une petite différence de prix des fois. ok. Donc, ça, je dirais que seulement dans ce sens-là, il y a de la concurrence. Justement, ce côté-là, moi, je vais développer. Je pense que Oui, j'en ai parlé avec d'autres invités sur le plateau du Grain des entrepreneurs. ok. Quelle est la principale cause même du fait que le coût de revient chez nous est plus élevé que le coût de revient des produits qui sont importés? Parce qu'on n'a pas on ne produit pas la matière première. Ok, On ne produit pas la matière première. Eux, quand ils vont, par exemple, acheter des tissus à Dubaï, Dubaï, déjà, ils ont, comment je vais dire, c'est comme, ils ont le tissu ok, qui va revenir moins cher. ok, Et vu les gens, ils achètent en grande quantité, mhm, la main-d'œuvre va leur revenir moins cher. ok, Peut-être le tissu, le mètre, même juste à côté à Dakar, ok, le mètre du tissu, ça va les coûter à 1000 francs par exemple. ok, Alors que moi, je vais avoir ça à 2000 francs ok, ou à 2500. ok, Donc la matière première même pour faire l'habit, elle nous revient beaucoup plus cher d'accord. ici. Ok, ok, d'accord. Donc, je comprends bien. Mais nous, nous avons aussi, je pense, des tissus qui sont faits localement. Est-ce que ces tissus-là peuvent être utilisés dans ton secteur? Ils peuvent être utilisés, on le fait. Ok, On le fait souvent à la demande des clients. Comme c'est vraiment, on fait ce que le client il veut. ok. Même ces tissus, des fois, nous reviennent plus cher encore que ceux qui sont importés. Justement, j'allais en venir parce que je sais aussi que le tissu local aussi coûte un peu plus Plus cher que cher. le tissu importé aussi. Oui. Maintenant, peut-être moi j'ai une petite expérience qui est due à l'industrialisation. Ici, c'est plus manuel. Et plus il y a intervention de l'homme, plus il y a des marges d'erreur, le coût du travail, tout ça là peut impacter en fait. Ok. Mais, ok. Mais est-ce que c'est réellement rentable? Bon, parce que je me pose la question, hein, avec le coût de la matière première, avec le coût de la main-d'œuvre, voilà, est-ce que vous arrivez à concevoir des trucs de façon locale, Oui, avec les produits locaux qu'on a, nos tissus locaux, oui. et arriver à pouvoir nous donner réellement des bons trucs comme ce qui est importé? Oui, oui, on le fait. Ça demande beaucoup de rigueur. Ok, Moi, par exemple, des fois, il y a certaines coupes qui sont, qui sont, qui sont indispensables, ok, qui demandent que moi je sois présente ok, pour qu'ils soient bien faits. ok, Ça, c'est l'autre problème qu'on a ici en entrepreneuriat. ok. C'est difficile de déléguer. C'est très difficile de déléguer. Ah, chaque fois avec les entrepreneurs, on revient à moi, hein. Chaque fois, les gens me critiquent pour mon histoire de salariat, mais à chaque fois quand je discute avec un entrepreneur, on revient encore sur l'histoire des ressources humaines. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes avec les ressources humaines Oui, ici. c'est difficile de déléguer. Des fois, tu coupes, on fait la coupe ensemble avec le couturier. Tu l'expliques tout en détail, mais c'est pas le rendu. Le rendu final n'est pas exactement comme tu veux. Ok, Alors que tu t'engages à donner à ton client ce qu'il a demandé et quelque chose de vraiment de qualité. Donc, ce qui fait que ça me demande beaucoup plus de temps ok, parce que je dois assister. Ça demande beaucoup plus de présence ok. pour que la chose soit comme et de la bonne qualité. D'accord, mais est-ce que vous arrivez réellement à marger? Parce que je sais, la couture, comme tout ce qui est industrie pour moi, il y a vraiment beaucoup de coûts cachés que les entrepreneurs eux-mêmes n'arrivent pas à valoriser. Mais est-ce que vous margez réellement? Oui, ouais, je marche. Je parle pour moi. Ah, d'accord. Parce que il y a l'environnement aussi qui joue un peu chez nous. Les gens ont tendance à vouloir
juste payer le prix. Ils imaginent en fait ton produit en fonction de ce que tu donnes, alors qu'il y a d'autres facteurs qui ne contrôlent pas. Exactement. Ok, donc ça veut dire que la cible comprend, et puis bon, généralement c'est vrai que c'est un peu une stratégie d'écrémage où c'est destiné à une cible bien précise qui est d'ailleurs même prête à payer le coût de la différenciation parce qu'ils veulent réellement ça. Oui, ils veulent réellement ça. Moi, j'ai des coupes que je fais pour juste donner un exemple. J'ai des coupes que je fais à 17 500 et des coupes que je fais à 20 000. Qui peut-être, certaines personnes vont se dire, mais c'est trop, je ne peux pas mettre ça dans une, c'est juste un habit. Mais ce n'est pas juste un habit. J'ai des clients qui savent que ce n'est pas juste un habit, qui sont prêts à acheter. Le professionnalisme derrière. Le fait que je vais amener mon habit, je vais avoir exactement ce que je veux au délai dont j'ai besoin. Genre, le service m'est rendu exactement comme je veux. Il y a des gens qui vont ramener des habits à 5 habits à la fois, 6 habits à la fois, parce qu'ils connaissent la valeur de ce que tu fais. Mais, moi, je pense même que 20 000, c'est pas trop, parce que j'ai l'habitude d'échanger avec des gens qui sont un peu dans la mode. J'en sais quelque chose. Les habits, je sais qu'il y a des habits à 100 000, hein, là, juste la coupe. Hein. J'en sais quelque chose. Ok, d'accord. Donc, voilà, je disais que la coupe, je trouve que les 17 500, 20 000, c'est même pas assez. Bon, c'est vrai que c'est relatif à tout ce qu'il y a, il y a à faire déjà en termes de travail, mais également aussi le nombre d'heures de travail, tout ce qu'il faut. Ok, d'accord. Bon, revenons maintenant. Bon, en matière d'entrepreneuriat au Mali, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés réellement? Est-ce qu'il y a des difficultés selon toi? La difficulté, moi je dirais, c'est surtout plus la mentalité. La mentalité, ok. Oui, la mentalité. Par exemple, moi, je sais que quand je dis à mon client que je vais lui livrer son habit dans une semaine, je m'engage devant mon client à faire ça et à le respecter. Moi, je vais avoir le couturier, par exemple, qui va venir, je sais pas moi, qui va venir, qui va me dire, il devait rentrer travailler à lundi pour qu'on puisse finir le tout dans une semaine. Il va m'appeler pour dire, moi, ma moto a eu un problème. J'ai eu un couturier qui m'appelle, qui me dit que la bougie de sa moto ne fonctionne pas, qu'il ne peut pas venir travailler. J'ai dit, attends, ni télémani ko clé ni taxi, ni sotrama ko clé. Toi, tu ne peux pas venir travailler parce que la bougie de ta moto ne fonctionne pas. Donc, tu vois que c'est comme, il y a pas, des fois, il n'y a pas de sérieux, au fait, dans la main d'œuvre. Donc, c'est maintenant toi qui te retrouves, voilà, à encore décaler le rendez-vous de ton client parce que, voilà, lui, il n'est pas rentré travailler ou parce qu'il a décidé qu'il n'est pas d'humeur. Ça, c'est les petits problèmes, je dirais, qu'on rencontre dans le Donc, si je comprends bien, de façon résumée, si je comprends bien, toi, ta difficulté de façon centrale se trouve au niveau des ressources humaines. Que ça. D'accord. Donc, ça sous-tend que, côté, par exemple, financement, tu n'as pas eu de problème. Donc, parle-nous, parce que tous les jeunes disent que le problème, c'est le financement. Comment toi, tu as eu cette magie-là de ne pas avoir de problème avec le financement? Dis-nous. Au début, comme j'ai dit, j'ai commencé sur fonds propres. Je n'avais pas de fonds déjà. J'ai juste une machine à coudre. J'ai acheté des petits tissus que j'ai commencé. Donc, sur ce ramadan-là, j'ai vendu beaucoup de couvertures de Coran. Je pense qu'on a fait une vente d'environ 1 million comme ça, on va dire. Donc, avec les 1 million, j'ai acheté une nouvelle machine à coudre. Une plus grande, une surjeteuse. Genre, j'ai réinjecté l'argent là dans les matériels. Donc, puis j'ai commencé avec les tissus et tout, avec la couture des habits. Donc, après, mon père, il a vu que j'étais vraiment sérieux dans mon affaire et il a décidé de m'appuyer. Ah, ok, d'accord. Donc, tu as plus utilisé du love money. Mais même pour que tu puisses avoir l'argent du vieux, donc tu as eu besoin de démontrer quelque chose. Que tu pouvais. Donc, non, ça me renvoie déjà à quelque chose. Je pense que je vais peut-être résumer à ceux qui sont en train de nous suivre. La première des choses, c'est que j'ai compris, c'est que tu n'as pas attendu un financement. Exact. Donc, tu as débuté avec les moyens de bord. Tu avais ta machine et tu avais tes mains de moyens. C'est de l'emprunt. Ok. Oui. Ah, donc le vieux t'a même prêté l'argent. Oui. Donc c'est à rembourser en fait. Exactement. J'adore la mentalité du vieux, quoi. Non, j'aime ça. J'aime ça en fait. Ok, donc là, tu as commencé avec les moyens de bord. Et ça, c'est vraiment ce que je prône, c'est vraiment le fonds propre parce que ça nous permet de tester.
Parce qu'en Exactement. débutant, on n'est jamais sûr que ça réussisse. Mhm. D'accord, ça c'est un secondo. Tu as eu effectivement de l'argent. Ça fait un boom en un mois, 1 million. C'est pas donné à tout le monde dans n'importe quel business quand même. Il faut le reconnaître, surtout au Mali. Faire 1 million de bénéfices ou de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, 1 million. Wow. Donc, les 1 million, l'argent aussi que tu as reçu, tu l'as réinvesti encore dans le matériel pour pouvoir encore accroître l'activité, c'est ça? C'est ça. Avant de prendre un local, continuer. Et quand tu as su que ça marche réellement, c'est là que tu as demandé en fait. Donc, c'est du love money, même sous forme d'emprunt en fait que tu as reçu. Parfait, parfait, parfait. Donc, ça me donne des idées. Peut-être que moi-même, je ferai ça avec mes enfants. C'est une bonne idée parce que je C'est pense que important. ça responsabilise, ça t'amène à savoir que tu ne peux pas t'amuser avec l'argent parce que ce Exact. n'est pas pour toi. Non, chaque Donc, mois. tu le dois chaque mois, en fait. Chaque Ça. mois. Ok, Chaque mois, on a un remboursement. d'accord. Donc, tu vas, Mais je pense, j'espère qu'il y avait quand même au moins un petit délai de Oui, oui, j'avais 1 an. 1 an Genre, avant de j'avais 1 an. débuter Après les 1 an d'activité que je devais commencer à à rembourser. rembourser. Ok, Donc, c'est ça qu'on a commencé. Chaque mois, il y a un versement. ok. Il y a un Donc, montant que tu lui dois chaque mois que tu dois rembourser. exactement. Non, ça c'est intéressant parce que je pense que si tu arrives à le faire, ça va le convaincre et peut-être qu'il va accepter de donner encore plus en termes, surtout quand c'est apprêté. Donc, je pense que ça va marcher. Ok. Donc, d'accord. Mais maintenant, après avoir reçu l'argent, est-ce que ça a créé des pressions? Non. Je pense que c'est l'un des côtés qui font que tu vas pas te permettre d'abandonner. C'est une pression qui est là, mais qui est importante. Parce que là aussi, tu vas pas te dire, ah, l'argent là, on m'a donné, c'est pour moi. Je rembourse, c'est pas grave. Je rembourse pas, c'est pas grave. Mais c'est pour papa? Oui, mais est-ce que c'est pour moi? Donc, en fait, je pose cette question-là parce que, en vérité, en chacun d'entre nous, il y a ce petit côté orgueilleux qui fait, pour moi, le lion, quoi, pour les entrepreneurs. Et pour moi, un entrepreneur qui n'a pas ce côté, il risque de souffrir. Parce que si tu n'as pas ce côté qui te dit que oui, c'est un challenge, il faut que je le relève, ça va être difficile, les gens m'attendent. Il faudrait que je puisse dire aux gens que peut-être que vous ne croyez pas au début à moi, mais j'ai réussi. Même si c'est pour papa, en fait, il faudrait vraiment avoir cette mentalité-là. Alors, je pense déjà, on va profiter de l'occasion pour le remercier parce que, voilà, c'est vrai que il a donné. Moi, déjà, l'idée me plaît. Le fait qu'il soit quelqu'un qui responsabilise, d'autres vont penser que c'est mal. C'est mon enfant, tu le prêtes. Non. Dieu seul sait comment lui, il a eu son argent pour débuter. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et je pense que moi, personnellement, rembourser genre ce prêt-là, c'est comme un défi que je me suis fixé. Ok. Je sais que c'est mon père. Si je décide que demain, là, j'ai pas l'argent, il peut pas me mettre en prison. Ok. Heureusement. Oh, ouais. Mais c'est important pour moi, en Ok. fait, personnellement, de rembourser Ok. l'argent en intégralité. Ça me permet de me dire que même si c'est une autre personne, par exemple, c'est comme une petite formation. Même si c'est une autre personne, même si c'est la banque, tu prends, tu sais que tu dois rembourser, tu t'engages à respecter tes engagements, en fait. C'est rare d'avoir ces qualités-là. Maintenant, moi, je veux savoir, cette qualité-là, selon toi, c'est dû à la foi ou à l'éducation que tu as reçue ou entre guillemets les deux? Les deux. Parce que c'est rare d'avoir cette qualité. Et quand on regarde aujourd'hui pratiquement tous les grands entrepreneurs, les jeunes même se plaignent, alors que c'est la vérité qu'ils sont en train de leur dire. Ils leur disent chaque fois que le plus grand capital qu'on peut avoir, c'est la confiance et l'intégrité, c'est ta personne. Donc, je pense que c'est pas fortuit. Mais maintenant, quand tu nous expliques que pour toi-même, c'est un défi, bien vrai que tu sais que c'est pour ton père, tu peux ne pas le payer, il n'y a pas forcément une grande conséquence négative derrière, mais voilà, tu es prêt à fournir les efforts nécessaires pour pouvoir rembourser. Tu penses que c'est dû à, parce que ton business est lié à la foi, entre guillemets, donc est-ce que c'est dû à ta foi, est-ce que c'est dû à l'éducation? Si c'est dû à la foi, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont une certaine foi, qui veulent aussi comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter même sa foi, en faire un business. Parce que si je comprends bien, entre guillemets, pour moi, s'il y a une affaire de foi, de religion, et que ça m'empêche de devenir riche, moi, je vais démissionner. Parce que pour moi, même pour bien appliquer, là, il faut avoir le minimum vital. Donc, je pense que c'est ce côté qu'on peut aussi développer. Donc, dis-nous déjà, est-ce que c'est la foi ou l'éducation? Si c'est les deux aussi, explique-nous dans chaque partie comment c'est venu. Je pense que c'est un mélange des deux. D'accord. Et j'ai toujours été responsable avec l'argent. Ok. Je pense qu'en famille, c'est moi qui allais inscrire mes frères à l'école. Ok. C'est moi qui payais qui était responsable d'aller payer les scolarités. Donc, je pense que ça m'a beaucoup responsabilisé
avec l'argent. Ok. Et même quand j'étais au Canada, j'ai eu la responsabilité de mes sœurs, une, deux. Ok. Donc ça également, ça m'a responsabilisé au fait avec D'accord. l'argent. D'accord. Il y a aussi la foi qui est que ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi, tout simplement. Ok. Et ça a commencé, c'est comme depuis en famille, comme j'ai dit. Donc, j'ai toujours eu ce respect de ce qui m'appartient, m'appartient, et ce qui ne m'appartient pas, ne m'appartient pas. D'accord. Et je ne pense pas que la foi puisse être un frein au fait à ce que tu vas avoir. Et Ok. comme tu viens de si bien dire, la qualité humaine même fait que les gens vont avoir confiance en toi. Donc, quand les gens voient que la foi de cette personne-là fait qu'elle ne peut pas m'arnaquer, elle ne peut pas me faire un tapé d'eau comme ça. Donc, ça va faire qu'ils vont plus avoir confiance en toi. Ok. Et c'est ce qui nous est demandé en vrai. Comme le musulman doit être excellent dans tout ce qu'il fait. Ok. Genre, tu représentes l'islam. Ok. Donc, tu ne peux pas te permettre de te dire musulman et de faire des choses qui vont à l'encontre. Genre, Ok. c'est comme si il y a religion là en Ok. fait. Ok. Donc, faire ces choses-là aussi, c'est comme si, je dirais, une certaine dawa, je sais même pas comment je vais expliquer ça. Enfin, c'est comme si tu es un messager, En mission, quoi. voilà, de propager l'islam dans le bien. Ok. Donc, moi, si toi, tu me donnes 10 000 aujourd'hui, que je te dis dans une semaine, tu auras tes 10 000, je m'engage à respecter que tu aies tes 10 000 dans une semaine. Ok. Ça fait que, même si la personne n'est pas musulmane, va se dire, ok, cette personne-là, peut-être que sa foi fait qu'elle respecte ses engagements. Ok. Donc, on va peut-être plus chercher à savoir... tu peux même ramener certaines personnes à ta religion à travers ton comportement. Ton comportement, ok. Exactement. D'accord, merci bien. Je pense que ça pourra guider et aider beaucoup de jeunes qui veulent peut-être se retrouver. D'accord. Mais maintenant, quand on regarde aussi, entre guillemets, le business, c'est un business qui a une connotation un peu de communautarisme économique. Mais est-ce que tu as une communauté réelle derrière qui te soutient? Tu communiques sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Bon, je pense que j'ai fait moi-même une visite. Je pense que c'est TikTok, en tout cas, tu es bien suivi. Tu es déjà à pratiquement 60 000 abonnés. Hein. C'est ça. 60 000 abonnés, ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Tu t'imagines une salle? Au Mali, on n'a pas le stade du 26 mars, qui est le plus grand stade, je pense, ça tourne autour de 50 000. 50 000. Même le stade, c'est... Mais moi, je n'avais pas encore fait ce lien. Oui, en fait, les gens ne font pas ce lien, ils s'amusent avec les réseaux, alors que c'est de façon exponentielle que ça aide, en fait. Bah, déjà, à partir de 10 000 abonnés, déjà, tu as réellement une communauté, en fait. Parce que 10 000 personnes, la salle du CICB fait 1000 places. Donc, tu vois, tu as 10 fois ça. Donc, c'est rare d'avoir, je pense que la plus grande salle qu'on doit avoir, ça doit être peut-être le Palais de la Culture, qui fait 5 000 environ. Et 5 000, c'est 2 fois le palais, tu t'imagines 10 000 abonnés. Donc 60 000, c'est 6 fois. Tu vois un peu. Je vais dormir ce soir. Donc, ok, mais est-ce que cette communauté te soutient? Est-ce qu'ils comprennent un peu l'idéologie? Parce que je me dis que si tu te lances dans la formation aussi, et aussi tes produits que tu vends, c'est une communauté qui doit être derrière, qui doit soutenir. Voilà, et maintenant, même est-ce que tu as des notions un peu par rapport à la foi du marketing religieux, tout ça? Est-ce qu'il y a des éléments sur ça que tu peux nous donner? C'est maintenant, bon, après l'ouverture, j'ai eu pas mal de choses sur le plan personnel qui a fait que la communication et tout avait ralenti un peu. Okay. Donc, c'est ça qu'on va reprendre maintenant. D'accord. Pour plus communiquer, pour que les gens ils puissent comprendre qu'ils ont accès à ce service-là. D'accord. Genre qu'ils peuvent exploiter et qu'on est là pour eux, au fait. Ok, d'accord. Donc, mais maintenant, tu dis que sur le plan personnel, il y a un changement. C'est quoi ces changements-là? Dis-nous ces changements qui impactent la communication, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que quand la communication est impactée, la visibilité est impactée. Quand la visibilité est impactée, les ventes sont impactées. Exact. Et ça impacte l'entreprise. Donc, c'est quoi ces changements-là? Dis-nous. J'ai eu un bébé. Ok. Donc, il y a eu d'abord le mariage et un bébé. Oui. Maintenant, donc, ça veut dire que il faut aussi nous parler un peu de ce changement. Ce changement, je pense, qui a impacté aussi l'activité. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es débrouillée? Comment je me suis débrouillée? Majoritairement, ce qui a été plus facile pour moi, c'est que je travaille, vu que c'est de l'entrepreneuriat, je travaille pour moi, je décide pour mes heures. Donc, il fallait juste que je m'accommode plus par rapport à
quand je viens au travail, à quand je dois Ok. quitter. Et il y a eu des moments où je cuisinais directement au travail. Ok. Je faisais mon déjeuner, des Ok. fois même mon dîner Ok. que je rapportais à la maison. Ok, ok, Donc d'accord. voilà. C'est ce qui m'a D'accord. permis de tenir l'activité. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que femme mariée, là, entrepreneur, c'est pas du genre. Non, Souvent, ça il ne faut l'est amener pas. les tasses et puis les marmites au Oui, bureau. tout. Au boulot. Souvent, il faut même changer je sais pas, une salle là, en salle de dîner et de déjeuner. On mange là-bas en famille. Ok. Après, on rentre à la maison. Ah, ok, ok, d'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si particulièrement tu as un message peut-être à annoncer à tes soeurs ou tes frères qui sont réellement accrochés à leur religion. Parce que je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, ton parcours est un exemple pour Ok. montrer aux gens que on peut concilier foi et travail, activité génératrice de revenus surtout. Parce que, voilà, entre guillemets, beaucoup se posent la question si est-ce que la foi n'est pas en train d'impacter même négativement le travail, surtout en Afrique, parce que beaucoup pensent qu'il faut plus s'adonner à la foi qu'au travail. Maintenant, quel message tu peux réellement donner, voilà, à tes soeurs, tes frères, tes cadets? Quel message je peux donner? Je pense que je vais donner une petite anecdote que Ok, j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. ok, Il y avait deux frères mhm, qui étaient en train de discuter. L'autre a dit, moi, ma subsistance, je l'ai où que je sois. ok, J'ai pas besoin de bouger le petit doigt. Il me ok, revient. ok, Lui, il a sa subsistance où qu'il soit. ok, Et son petit frère lui dit, non, tu as ta subsistance où que tu sois. Il faut attacher ton chameau qui est et placer ta confiance en Allah. mhm, Donc le frère a dit, ah, tu vois ça comme ça. L'autre a dit, ok, moi quand même, je vois ça comme ça. ok, Donc ils avaient faim, ok, tous les deux. Donc le petit frère a dit, ah, moi je sors chercher à manger. Et le grand frère, il a dit, ah, moi j'attends Allah, il va m'amener ma subsistance. ok, Donc le petit frère, quand il sort, il voit un manguier mhm, qu'il secoue mhm, et il ramasse les mangues. ok, Donc il revient à la maison. Il décide de donner une des mangues à son frère pour qu'il mange. mhm, Et là, le grand frère, il lui dit, mais moi, je t'ai dit que ma subsistance me trouve où que je sois. Je n'ai pas besoin de bouger. La preuve, tu es sorti, tu m'as ramené une mangue. Et là, le frère lui dit, oui, ta subsistance est venue, mais à travers moi. mhm, Donc moi, je gagne aussi la récompense de t'avoir nourri. mhm, Donc, chose que toi, tu n'as pas, au fait. mhm, Donc, pour dire que genre, oui, il faut avoir la foi. Oui, il faut mettre sa confiance en Allah, mais il faut aussi attacher son chameau, ok, qui est de chercher les moyens, ok, de se donner les moyens pour avoir cette subsistance-là. ok, Et tu as encore plus de baraka derrière. ok, Comme le petit frère qui va avoir la récompense d'avoir nourri son frère. Si mhm, tu ne l'as pas, comment tu l'auras? exactement, Donc, il te faut de l'argent, des fois, pour avoir accès à certaines bénédictions. exactement. Il n'y a pas un autre moyen. Ouais. Donc c'est ça, on attache tous nos chameaux et on met notre confiance en Allah au lieu de juste rester là comme deux frères. D'accord, merci beaucoup à ça. Donc, je pense que on a pratiquement épuisé le temps du grain. Merci pour la venue sur notre plateau au grain des Ça fait entrepreneurs. plaisir, merci pour l'invitation. Donc, je pense que les uns et les autres ont bien compris que c'est bon d'avoir une foi. Et normalement, personne n'est contre ça. Mais il est très important de savoir aussi que la foi s'exerce, mais il faut aussi bouger. Il faut chercher à se former, avoir des connaissances, des compétences, surtout à travailler pour pouvoir avoir les moyens même de fructifier même cette foi-là en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a même des piliers même de la foi qu'on ne peut même pas faire en vérité sans argent. Je vous donne juste des exemples côté musulman. Moi, je suis musulman. Quand vous regardez, je pense que parmi les piliers, vous avez ne serait-ce que la zakat. Il faut avoir de l'argent pour enlever la zakat. Si tu n'as rien, tu ne pourras pas respecter ce pilier-là. Et parallèlement, vous avez aussi le Hajj aujourd'hui qui demande assez de moyens. Donc, merci beaucoup à ça. On va inviter nos internautes à nous poser des questions, à nous donner leur avis en commentaire, mais également à nous proposer des personnes que vous souhaitez avoir, des entrepreneurs que vous souhaitez avoir sur le plateau du Grain des Entrepreneurs. Merci et à l'édition prochaine, c'était le Grain des Entrepreneurs. Merci. David, faut me sortir joli là-bas. Ensuite, on va faire une photo pour le. Je suis devenu un vrai animateur. Non.